Bonjour, aujourd'hui je poursuis la lecture du livre du docteur Origo, désormais plus de variole, qui est presque pour nous un prétexte pour penser la maladie, pour penser l'épidémie et pour repenser nos croyances par rapport au mal, puisque ce sont quasiment des questions métaphysiques. On voit que dans son livre, l'auteur nous explique qu'il est stupide d'un point de vue médical, disons scientifique, si on s'appuie sur des faits. Il est stupide d'accuser des étrangers ou des animaux sauvages du mal en fait qui se développe en nous. En gros, c'est ça, c'est une critique de la déresponsabilité de la maladie dans le fait d'en attribuer la cause à un virus qui viendrait de l'extérieur. Donc il va expliquer vraiment en quoi le terrain personnel est une question essentielle pour comprendre une maladie et en quoi il est vraiment stupide en fait d'attribuer ces causes à des causes étrangères, voire des étrangers, voire des personnes étrangères, comme on le voit en ce moment en fait, hein, avec la fermeture des frontières, la suspicion vis-à-vis de tel ou tel peuple étranger qui développerait des maladies bizarres. Et tout ça, on le sent bien, c'est dans un contexte de péché contagieux, de contagiosité du mal. Dans cette croyance ancienne qui a pris aujourd'hui les déguisements de la modernité, du high-tech, tout le décorum du progrès, en fait, c'est quelque chose de très ancien, de très vieux, de très dépassé, en fait, pour tous les chercheurs qui se sont penchés sur le sujet depuis des dizaines d'années, voire des siècles. Il est donc question ici de dire non, le péché, le mal n'est pas... Le péché, ça vient de moi, hein, c'est l'utilisation de ce mot vient de moi. Il ne parle pas de péché dans son texte, hein, mais toute cette question est fortement imprégnée dans sa pensée de la maladie. C'est-à-dire la question de se dire que nous sommes responsables en fait de nos affections, ou en tout cas nous pouvons faire quelque chose pour les résoudre. Ce n'est pas le hasard si quelque chose nous arrive, ce n'est pas envoyé par un Dieu mauvais, par un créateur qui aurait fait un monde imparfait. Il est question vraiment de comprendre la machine humaine entre guillemets, et notamment son aspect végétatif, hein, comme il va nous expliquer ici. Il parle d'une espèce de trinité en l'homme. Donc bon, tout l'aspect religieux, c'est moi qui le mets en avant parce que je n'ai pas pu ne pas le voir, mais lui reste très, très discret par rapport à tout ça. Et cette lecture intervient aussi dans le cadre de recherches que j'ai pu faire récemment par rapport à un proche qui a développé une hépatite, où on nous dit que l'hépatite, c'est-à-dire une fatigue du foie en fait, est due à un virus. Donc là encore, il n'y a pas de cause à chercher dans le mode de vie, il n'y a pas de cause à chercher dans l'alimentation, il faut chercher ailleurs. Donc on se déresponsabilise en fait sur un agent extérieur, un agent pathogène en soi, comme on a pu aussi le voir dans d'autres vidéos, ce concept d'agent pathogène en soi, comme s'il existait dans la nature un être malfaisant, intrinsèquement malfaisant. Donc voilà, il y a toutes ces questions qui sont soulevées par ce livre qui va bien au-delà de la question pure de la variole, qui a une actualité, qui reprend une actualité aujourd'hui encore sous des dehors complètement absurdes en fait. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la lecture de cette deuxième partie et je vous dis tout de suite à bientôt pour la troisième. Étiologie. La question qui nous divise, mon cher confrère, peut être envisagée de différentes manières. Et la preuve qu'il en est ainsi, c'est que nous ne voyons pas du tout les choses de la même façon. Ce qui est blanc pour vous est noir pour moi, et vice-versa. Il serait donc presque impossible de nous comprendre si nous ne définissions pas ce que nous entendons, vous par variole et moi par hémorragie toxinique. Commençons, si vous le voulez bien, par exposer brièvement votre théorie qui est celle de l'école avec un grand E. Étiologie officielle de la variole. Mais à quoi bon parler de l'étiologie officielle de la variole? Elle est présente à l'esprit de tous nos confrères.
Vous la connaissez mieux que moi, et je n'ai pas la prétention de mieux dire que les maîtres qui nous l'ont enseignée. Je ne regrette qu'une chose, c'est que, après avoir lu attentivement les savantes descriptions des auteurs classiques sur ce sujet, je ne trouve rien, absolument rien, qui me donne satisfaction sur l'étiologie vraie de cette affreuse maladie. Ce qu'on a dit sur l'étiologie de la variole est si contradictoire et si invraisemblable qu'il faudrait tout réfuter. C'est trop long. Je me réserve de relever ces erreurs un peu plus loin. Je ne retiens ici qu'un seul point, et ce point est capital, car si je parviens à démontrer qu'il est faux, tout le reste s'écroule. C'est de la définition de la variole que je veux parler. Tous les auteurs classiques s'accordent à dire que la variole est un poison, et ils affirment que ce poison est seul capable de communiquer cette maladie à l'homme. Il est inutile de leur demander des explications sur ce genre de poison, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas non plus d'où il vient, ou plutôt ils le font venir de partout, excepté d'où il vient réellement. Enfin, la mauvaise fée qui a présidé à la naissance de la variole a appelé cette maladie un poison, et poison elle reste. On ne peut rien tirer de plus de la science infuse des généristes, du docteur Jenner, un des inventeurs du vaccin. Pourtant, si sans en connaître la nature, nous examinons ce poison dans ses effets, nous voyons tout de suite que c'est un drôle de poison. On le dirait fait de commande, puisqu'il est censé empoisonner l'un sans faire de mal à l'autre. Il n'y a que les généristes pour découvrir de pareils poisons. J'ai beau chercher dans la nature, je ne trouve rien de semblable, car pour moi, comme pour tout le monde, un poison est un poison. Et si je prends de la ciguë, par exemple, et que j'en fasse boire à quelqu'un, j'empoisonne celui à qui je la fais boire. Tandis que vous administrez votre poison à tout le monde indistinctement, et vous n'empoisonnez personne. Au contraire, les gens, d'après votre théorie, doivent se trouver bien de ce poison et se porter comme des charmes. C'est ce qui me fait dire, encore une fois, que c'est un drôle de poison. Un poison comme il n'en existe nulle part. Et je pense ici que ce que le docteur Origo appelle poison équivaut à ce que aujourd'hui nous nommons virus. Mais c'est bien plus fort. Si par hasard il arrive que quelqu'un paraisse être la victime du poison variolique, comme cela a lieu très souvent, et je ne suis pas seule à le constater puisque je lisais hier encore dans la correspondance médicale du mois de juin 1908, page 80, un cas de mort causé par le vaccin générien, publié par le docteur Goutin, médecin hollandais. Eh bien, même dans ce cas, dis-je, le poison de la variole n'est pas la cause directe de l'accident mortel qu'il semble avoir causé en apparence. Cet accident est dû à des causes que nous expliquerons plus loin. De sorte que de quelque façon qu'on envisage le germe spécifique de la variole, on trouve qu'il n'est jamais toxique. Heureusement, car s'il l'était, l'univers entier se trouverait empoisonné. Mais si le germe qui engendre la variole n'empoisonne pas celui qui le reçoit dans son sang, et chaque fois qu'il reçoit, ce n'est pas un poison, et par conséquent la variole, qui est ce germe multiplié indéfiniment, n'est pas un poison non plus. Et qu'est-ce qu'un poison qui n'empoisonne pas? C'est un poison chimérique qui n'existe que dans l'imagination des généristes. Après les explications vraies, sincères et loyales que je viens de donner, j'ai bien le droit, je pense, d'inviter les auteurs classiques à mieux éclairer leurs lanternes s'ils veulent que les étudiants et même les médecins distinguent quelque chose dans leur étiologie. En attendant que les hommes de science nous donnent satisfaction là-dessus,
je vous engage, chers confrères, à venir respirer un peu d'air sain en écoutant le langage clair et les enseignements profonds de la nature. Étiologie naturelle. Les hommes qui sont doués d'un grand savoir et d'une haute intelligence peuvent à la rigueur aller à la découverte de la vérité en se servant de leurs propres moyens. Mais moi qui ne suis pas dans ce cas, je tourne la difficulté en demandant à la nature de m'éclairer sur la voie à suivre pour arriver à connaître ses secrets. Je dois donc à la vérité de dire que la découverte de l'hémorragie toxinique, qui était hier un secret de la nature et qui est aujourd'hui une vérité naturelle, est due uniquement à l'observation persévérante des lois de la nature, tandis que la variole, en tant que poison, est appelée à disparaître parce qu'elle n'a pas d'écho dans la nature et parce qu'elle a pris naissance au contraire dans l'esprit de l'homme, source d'erreur. De la comparaison que j'ai faite à la fin du chapitre précédent, il ressort que la machine industrielle fait explosion lorsque les sels corrosifs et les dépôts calcaires n'ont pas été expulsés avec soin de la chaudière. Mais la machine humaine en fait autant, si ses émonctoires, et surtout celui de ses téguments externes et internes, sont encrassés et ne fonctionnent qu'imparfaitement. Pour plus de compréhension et de précision, je suis obligée de répéter ce que j'ai déjà dit ailleurs. Le corps humain, à l'état vivant, comme l'a fait remarquer Aristote, est une sorte de trinité qui est composée de 3 entités dont le tout inséparable forme un seul être, l'homme. L'homme végète, sent et pense. L'animal végète et sent, et la plante végète seulement. D'où il suit que les 3 degrés de la vie, végéter, sentir et raisonner, sont réunis chez l'homme d'une manière inséparable, sans que pour cela l'homme plante, l'homme animal et l'homme moi ne puissent avoir chacun ses besoins alimentaires ou autres et chacun ses maladies propres. Je laisse de côté l'homme animal et l'homme moi, parce que les troubles que nous étudions en ce moment sont dus à la respiration défectueuse de l'homme plante. La plante, chacun le sait, respire par les feuilles, et l'homme plante respire par les pores de la peau. Cette fonction est indispensable à la vie, car si elle est supprimée d'un coup, comme cela arrive souvent, par exemple à la suite d'une brûlure du 1er degré mais étendue, la mort est la conséquence presque immédiate de cet accident. Puisque sur une brûlure, en fait, les pores, des pores brûlés ne respirent plus. Dans la machine industrielle, supposons qu'un obstacle bouche d'un coup la cheminée. De ce fait, il n'y a plus de tirage, la fumée étouffe et éteint le foyer, et la machine s'arrête. De même, dans la machine humaine, lorsque la respiration tégumentaire est arrêtée d'un seul coup, l'être, ainsi frappé, s'asphyxie et meurt. Mais lorsque les téguments externes et internes s'encrassent graduellement de façon à gêner la respiration de l'homme-plante, comme c'est le cas dans la variole, les déchets organiques qui se dégagent normalement par la voie tégumentaire, trouvant cette voie obstruée, s'accumulent dangereusement dans le sang. Et lorsque la mesure est comble et que l'être humain va périr d'asphyxie, la vie, pour se défendre contre l'étouffement dont la menacent les sous-produits toxiniques, semble vouloir tenter un dernier effort. Un effort héroïque, et en vomisse violemment, à la façon d'un volcan, par les téguments internes et externes, ces congestionnantes toxines, c'est-à-dire en faisant éclater la machine. Oui, éclater la machine, je n'exagère pas. Et voici par quel simple mécanisme se produit l'explosion. La machine humaine,
qui est bien la plus belle machine qu'on puisse imaginer, a été dotée par la nature d'un grand nombre d'émonctoires, qui ont chacun une mission spéciale à remplir, et c'est de leur bon fonctionnement que dépendent la vie et la santé. Le cadre de cette brochure ne me permet pas de les développer tous, et je me bornerai à dire un mot des 3 principaux émonctoires. J'ai déjà dit que la machine humaine, comme la machine industrielle, engendre par son fonctionnement régulier 3 sortes de déchets, solides, liquides et gazeux, et qu'à ces 3 sortes de déchets correspondent 3 différents émonctoires qui sont plus spécialement chargés de leur expulsion. L'intestin pour les déchets solides, les reins pour les déchets liquides et la peau pour les déchets gazeux. Qu'arriverait-il si l'émonctoire des téguments ne fonctionne pas? Les déchets semi-liquides à peu près fluides et même gazeux, ne pouvant plus s'échapper de l'organisme par cette porte de sortie, s'accumuleront dans le torrent circulatoire en changeant la densité normale du sang. De ce fait, le sang va devenir tellement fluide que, à la suite d'une cause insignifiante, peur, émotion, fièvre, etc., la tension de l'onde sanguine augmentera, et par une pression qui s'exercera du dedans au dehors, il s'extravasera à travers les tuniques des capillaires du terme et des muqueuses, exactement comme l'eau sort d'un vase de terre très poreuse. Chaque gouttelette de sang, ainsi extravasée, formera une petite hémorragie, et plus ces petits foyers hémorragiques augmenteront en nombre et en étendue, plus le malade perdra ses forces en perdant son sang, et plus la nécessité d'arrêter cette hémorragie générale se fera sentir, si l'on veut conjurer un danger imminent de l'asphyxie tégumentaire. Mais en définitive, quel nom donner au sang qui sort de ces canaux? Dans tous les pays du monde, on appelle cela une hémorragie. Eh bien, souffrez donc, mon cher confrère, que comme tout le monde et comme vous-même, j'appelle moi aussi hémorragie le sang qui sort de ces vaisseaux. Mais comme cette hémorragie est causée par une accumulation de toxines dans le sang, je l'appelle hémorragie toxinique pour la distinguer des autres hémorragies. Voilà, selon moi, l'étiologie naturelle, voilà la cause des désordres que les généristes, c'est-à-dire les pro-vaccins, et vous, appelez variole, et que moi, j'appelle hémorragie toxinique. C'est là, je le répète, ma manière de voir, mais si cette vérité naturelle n'entre pas dans votre esprit, et si mon hémorragie toxinique ne vous dit rien, en vrai physiophile, et à l'instar de la nature, mon maître, je vous déclare que vous êtes libre d'agir comme bon vous semble. La vérité naturelle est un guide sûr et un enseignement profond pour ceux qui sont à même de la comprendre, mais elle ne s'impose jamais. Je vous conseillerais donc simplement, et dans votre intérêt, de lire attentivement le chapitre suivant avant de repousser ma théorie. Vous y trouverez la démonstration expérimentale de l'étiologie que je viens de décrire. Et après tout, que mon étiologie soit vraie ou fausse, l'essentiel n'est-il pas de guérir? Tout le monde sera bientôt à même de constater que, en se conformant aux indications de l'étiologie classique, on ne guérit pas, tandis que, en suivant le guide sûr des lois de la nature qui indique à l'homme la nécessité de tenir ses émonctoires en bon état, en les débarrassant des déchets organiques qui peuvent gêner leur fonctionnement régulier, on se porte bien. Et il deviendra bientôt évident que désormais tout homme sera libre d'avoir la variole ou de ne pas l'avoir, puisque chacun pourra s'en préserver sûrement, et même s'en guérir, s'il manque au devoir de propreté envers lui-même.